La commande miraculeuse, lu par Amaris. Mardi 15 juin 1982, 7h15. Le portier chamarré de l'hôtel Lancaster, rue de Berry à Paris, fait 2 pas sur la chaussée pour appeler un taxi. « C'est pour Orly », dit-il au chauffeur. « Le client donne un coup de téléphone à l'étranger et il arrive. » Monsieur Jean-Baptiste Cartan, le chauffeur, jette un coup d'œil sur la pendule du tableau de bord et demande sous sa moustache inquiète. « À quelle heure est son avion ?»« Oh, il a tout le temps. Son avion est à 9h30. » En effet, la marche est plus que raisonnable et le chauffeur, homme paisible et bon vivant, rasséréné, range sa Mercedes noire et pousse un peu le son de sa radio. 1,80 m, 85 kg. Il a horreur de foncer sur l'autoroute avec dans le rétroviseur le regard angoissé d'un client qui craint de rater son avion. Jean-Baptiste n'est pas le genre, poursuite infernale, même pour un bon pourboire. 10 minutes plus tard, paraît le client, Monsieur Rickelinck. Un grand bonhomme mince au front légèrement dégarni, vêtu d'un costume gris très strict, qui glisse un pourboire dans la main du portier, s'assoit confortablement et dispose à côté de lui, sur la banquette, une petite valise et un attaché-caisse. « Excusez-moi, dit-il, j'ai eu un mal fou pour obtenir Rome. » Jean-Baptiste entrevoit dans le rétroviseur un visage poli où des yeux bleus sourient de chaque côté d'un grand nez aquilin. Il est 7h25 lorsque le taxi démarre. Lorsqu'il s'engage sur le périphérique Porte-Maillot, il est 7h30 environ. À 7 heures, le périphérique n'est pas encore encombré. Le vent qui a soufflé dans la nuit a balayé les nuages. Tout annonce une journée douce et ensoleillée. Pourtant, une affaire bizarre vient de commencer, reliée mystérieusement au krach récent et célèbre de la Banque du Vatican, la banque Ambrosiano. Cette affaire a été portée à notre connaissance par M. Jean-Baptiste Cartan, chauffeur de taxi à Paris, et confirmée par M. Rickelinck, PDG de la société Je Jouais. Le 15 juin 1982, à 7h15, Jean-Baptiste Cartan charge M. Rickelinck qui doit prendre un avion décollant à 9h30. Vers 7h50 environ, alors que Jean-Baptiste s'engage sur la bretelle d'Orly, une exclamation de son client le fait sursauter. « Oh là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais vous allez à Orly ?»« Bah oui, mais mon avion ne part pas d'Orly, il part de Roissy. »« C'est pas vrai. »« Mais si !» Tandis que Jean-Baptiste, obligé de poursuivre jusqu'à l'aéroport, passe devant celui-ci sans s'arrêter, il s'excuse. « Ce n'est pas de ma faute, je vous assure que le portier m'a dit que vous alliez à Orly. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons tout le temps d'arriver à Roissy pour votre avion. Heureusement que vous étiez très en avance. » Évidemment, le périphérique sur lequel Jean-Baptiste roule, en sens inverse, est nettement plus chargé. Mais il rassure encore son client. « Ne vous faites pas de soucis, nous y serons. On sera en avance même. » Le client s'en réjouit. Il est parti si tôt parce qu'il y a une heure de décalage horaire entre l'Italie et Paris et qu'il devait confirmer son rendez-vous par téléphone avec le représentant de la banque Ambrosiano et un industriel romain. « Je fabrique des jouets dans une usine en Normandie, » explique-t-il au chauffeur. Et il précise qu'il vient de recevoir une commande miraculeuse. Cette commande considérable l'oblige à sous-traiter certaines pièces. Mais il n'y a en Europe qu'un seul fabricant capable de les façonner en temps et en heure. Et encore, en quantité limitée. Cet industriel est romain. Voilà pourquoi il se rend à Rome pour signer ce contrat qui représente une affaire décisive pour l'avenir de son entreprise. En effet, si ce fabricant revenait sur les conditions financières ou sur les dates de livraison, ou préférait finalement travailler pour une autre firme, l'usine de M. Rickelinck serait ruinée par les dédits. « Vous le signerez, votre contrat, vous le signerez !» s'exclame Jean-Baptiste Cartan. Mais la Mercedes, qui roule à vive allure sur la voie de gauche de l'autoroute, est obligée de freiner brusquement. Il est environ 8h40. Devant Jean-Baptiste Cartan, un véritable balai de voitures et de camionnettes parviennent à s'éviter, malgré quelques dérapages spectaculaires. Un coup d'œil dans le rétroviseur et le chauffeur constate que le client a pâli.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Les yeux exorbités, le client s'est penché en avant pour regarder la chaussée, entre les véhicules qui font écran. Je ne sais pas, dit le chauffeur interloqué. Je vois un camion renversé. On doit pouvoir passer sur une file. Essayez, supplie le client. Bon, je vais voir. Quelques instants plus tard, Jean-Baptiste Cartan, parti en courant, revient plus lentement et la mine désolée. Il faut attendre, dit-il. C'est un camion de poissons qui s'est renversé. Une avalanche de cajots qui ont glissé les uns sur les autres et se sont ouverts. Une montagne de poissons barre toute l'autoroute. Lorsque vers 9h15, la police ayant réussi à se faufiler jusque-là pour aider le chauffeur du camion à déblayer à grands coups de pelle un chemin dans cette montagne de poissons, le taxi repart. Les chances du client de s'envoler pour Rome pour l'avion de 9h30 sont devenues minces. Dix minutes plus tard, à l'aéroport, après avoir jeté sur le siège à côté du chauffeur un billet de 100 francs, M. Ricolinck s'exclame. Je l'ai sûrement raté. Attendez-moi quelques minutes, je crois qu'il y en a un autre dans la matinée. Mais c'est à Orly. En effet, le client réapparaît la mine basse et s'engouffre dans la Mercedes. C'est raté, mais l'hôtesse m'a confirmé qu'il y a un départ à 11h à Orly. Heureusement, il y avait de la place. Vous croyez que nous l'aurons? Ce sera juste, mais si tout va bien, oui. Nous avons quand même 1 heure devant nous. Cette fois, le client s'assoit les fesses serrées, raide sur la banquette et le regard fixe. Le périphérique n'est pas trop encombré, mais la circulation se fait mal, car le vent, soufflant à nouveau, pousse sur Paris des nuages noirs déversant une pluie diluvienne que les essuie-glaces parviennent difficilement à évacuer. Dans le rétroviseur, le visage du client paraît congestionné et rougeâtre. Ses mains sont crispées sur le dossier devant lui. Lorsqu'il s'engage sur l'autoroute, Jean-Baptiste Cartan pousse un soupir. « Je crois qu'on est sorti de l'auberge, dit-il. On va l'avoir, votre avion. Vous croyez? Oui, on va l'avoir. Mais à peine le client, quelque peu décontracté, se laisse-t-il aller contre le dossier de la banquette qu'il fronce les sourcils. Zut, qu'est-ce qui se passe? À travers la pluie battante, devant eux, tous les stops des voitures se sont brusquement allumés. Un coup d'œil du chauffeur dans le rétroviseur. Cette fois, M. Ricolinck n'est plus rouge, il est violet. Devant eux, les portières s'ouvrent. Des gens sortent malgré la pluie, s'abritant tant bien que mal avec ce qui leur tombe sous la main. « Ce doit être un accident, » dit Jean-Baptiste. Prévenant le désir du client, il sort de sa Mercedes pour aller aux nouvelles. Elles ne sont pas fameuses, les nouvelles, lorsqu'il revient. 2 autocars sont entrés en collision, écrasant comme une galette une 4L, dans laquelle il y a, paraît-il, 4 personnes. Impossible de passer, mon pauvre monsieur. Les cars tiennent toute la chaussée. Et si vous faisiez demi-tour? Regardez! Suivant le geste du chauffeur, M. Ricolinck regarde par la lunette arrière. L'autoroute est encombrée à perte de vue. Alors la bande d'urgence? Le client montre sur l'extrême droite de la chaussée la voie réservée où les voitures en principe n'ont pas le droit de circuler. Vous n'y pensez pas? En effet, un concert de sirènes se fait entendre, et sur la voie d'urgence passent en trombe 2 gendarmes motocyclistes. Eh bien, allez-y, ordonne le client. Suivez-les. Le chauffeur secoue la tête. Impossible, mon pauvre monsieur, regardez. Cette fois, c'est un gyrophare qui clignote, celui d'une voiture de police secours, suivi quelques instants plus tard par une voiture de pompiers. Mais il faut que j'aille à Rome, il le faut absolument, ces gens m'attendent. Pensez, le représentant de la banque Ambrosiano, c'est la banque du Vatican. C'est elle qui va s'occuper des transferts de fonds, et l'autre c'est le patron d'une immense boîte, un vieil homme orgueilleux, je ne peux pas leur faire faux bond. Vous croyez que cela va être long? Ben, répond Jean-Baptiste, le temps d'écarter les 2 autocars, de découper une 4L au chalumeau et d'en sortir 4 macabées. Monsieur Ricolinck n'est plus violet. Il est vert. Il faut le temps en effet que surgissent les ambulances en caravane, que des ouvriers de l'autoroute
dévisse les boulons qui maintiennent le rail central de sécurité, qu'une camionnette sous le regard des policiers dépose une longue rangée de balises sur la voie inverse pour y organiser une déviation, et il est 11 heures lorsqu'enfin, la Mercedes reprend sa route à la vitesse d'un homme au pas. À l'arrière, le client est effondré. Lorsque le chauffeur s'arrête devant l'aéroport, il crie à M. Rickelinck qui jaillit comme un fou de la voiture. « Allez-y, à tout hasard, je vous attends !» Il fait bien. Quelques minutes plus tard, M. Rickelinck revient, presque décontracté. Manifestement, il a raté une seconde fois l'avion, mais semble en avoir pris son parti. « Il y en a un autre, » dit-il en se penchant à la portière, « à 17 heures. Je vais prévenir Rome, je pourrai encore signer ce soir. »« Ah bon ? Je suis bien content que cela s'arrange. Voulez-vous que je vous ramène à Paris ?» Monsieur Rickelinck lève les bras au ciel. « Jamais de la vie. Je suis ici, j'y reste. D'autant plus que je ne suis pas le premier sur la liste d'attente. Il va falloir que je fasse des pieds et des mains pour embarquer. Alors, au revoir, monsieur, et bonne chance. » Jean-Baptiste gagne la file d'attente des taxis, un peu honteux de l'addition qu'il a dû présenter à son malheureux client, qu'il n'a pour ainsi dire pas quitté depuis près de 4 heures. Plus tard dans l'après-midi, et comme cela arrive fréquemment à tous les chauffeurs de taxi parisiens, vers 15h30, Jean-Baptiste a chargé devant le Georges V une cliente qui se rendait à Orly. L'odyssée de son client du matin le tracasse encore, et poussé par la curiosité, il décide d'aller faire un tour dans l'aéroport pour voir, histoire de connaître la suite, et aussi de se détendre un peu. Confusément, il s'attend à tout. Annulation du vol, brouillard sur Rome, avion complet. En pénétrant à son tour dans la salle des pas perdus, il aperçoit un petit groupe de personnes écartant la foule grouillante et encadrant une civière. Par une sorte de pressentiment, il se faufile et se frotte les yeux de surprise. Ce n'est pas possible. Cet homme sur la civière, c'est lui, c'est son client. Il se penche sur le malheureux avec compassion. « Mais monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que vous faites là ?» Monsieur Rickelinck a le visage crispé par la douleur et se tourne vers Jean-Baptiste, même pas étonné de le retrouver là. En fait, Monsieur Rickelinck ne s'étonne plus de rien. Sa voix est terne, son regard abattu. « C'est arrivé il y a 5 minutes, » dit-il en serrant les dents pour réprimer un gémissement. « J'attendais, et puis au comptoir de la compagnie, ils m'ont appelé. La liste d'attente, vous comprenez? J'étais tellement content. Je suis parti d'un bond. Ils avaient ciré le marbre. Je me suis cassé la jambe. » Avant que M. Rickelinck soit avalé par l'ambulance, il a le temps de confier son attaché-caisse à Jean-Baptiste Cartan, le chauffeur de taxi qui ne l'a pas quitté, et de lui passer quelques consignes. Peut-il téléphoner au directeur technique de son usine en Normandie pour le mettre au courant? Oui. Alors, celui-ci devra sauter dans sa voiture pour venir à Paris. Jean-Baptiste lui remettra l'attaché-caisse dans lequel il trouvera le fameux contrat. Puis le directeur technique devra prendre le fameux contrat. Puis le directeur technique devra prendre le premier avion pour Rome demain matin afin de le faire signer. Tout se passe comme prévu. Simplement, le directeur technique arrivé à Paris le soir même ne prend dans l'attaché-caisse de M. Rickelinck que le dossier ayant trait au contrat et rend le reste au chauffeur de taxi en lui disant « Pourriez-vous reporter cela à M. Rickelinck à l'hôpital ?» Jean-Baptiste se présente donc dans la chambre de M. Rickelinck à l'hôpital Ambroise Paré, le lendemain matin vers 11 heures. « Alors, monsieur, votre directeur technique est-il arrivé à Rome ?» Cette fois encore, le chauffeur s'attend à tout. À ce que l'avion du directeur technique ait été détourné, qu'il se soit crashé entre Rome et Paris. Mais il ne s'attend pas à la réponse de M. Rickelinck. « Oui, mais il attend depuis 1 heure avec le représentant de la banque Ambrosiano, le fabricant avec qui nous devons signer. Impossible de mettre la main dessus. » Jean-Baptiste Cartan, hanté par cette affaire, appelle à nouveau M. Rickelinck dans l'après-midi. Celui-ci déclare
Je ne sais plus à quel saint me vouer. Je crois que tout est fichu pour nous. Notre Italien est à l'hôpital, à la suite d'une crise cardiaque. Son remplaçant n'ose pas prendre la responsabilité de signer le contrat. Tout cela est un temps perdu que nous ne pourrons rattraper. Merci de votre sympathie en tout cas. Le lendemain, comme tout le monde, le chauffeur de taxi lit dans son journal que le signor Roberto Calvi, président de la banque Ambrosiano, vient d'être retrouvé pendu à Londres sous un pont de la Tamise. Il n'ose plus téléphoner au malheureux Ricolinck. J'avais l'impression de lui porter la guigne, dira-t-il. Pourtant, 8 jours plus tard, il prend son courage à deux mains pour appeler M. Ricolinck à son domicile de Normandie, car il s'est pris de pitié pour le brave homme, en toute amitié. « Allô, monsieur Ricolinck ? Vous vous souvenez de moi ? Je suis votre chauffeur de taxi. »« Je me souviens très bien, c'est gentil de vous inquiéter de moi. Excusez-moi, monsieur, mais je ne peux pas m'empêcher de vous demander ce qu'est devenu votre grosse commande de jouets. Complètement tombée à l'eau. Notre fabricant italien est toujours à l'hôpital, et la banque Ambrosiano est en faillite. » Le chauffeur de taxi interloqué remarque. « Mais vous avez l'air de prendre cela plutôt bien. »« Oui, nous avons une chance inouïe. Ces jouets comportaient des pièces en plomb décorées avec une peinture à l'oxyde de zinc et de plomb dont le gouvernement français vient d'interdire la vente. De ce fait, la commande a été annulée. Si nous avions signé à Rome, tout nous serait resté sur les bras. C'était la fermeture de l'usine. Je l'ai échappé belle. » Ainsi, tous les événements de cette affaire sont totalement indépendants les uns des autres. Une simple suite de coïncidences vérifiables et vérifiées. Nul ne peut imaginer, en effet, que pour protéger M. Ricolinck, le destin ait provoqué l'erreur du portier de l'hôtel Lancaster, renversé un camion de poissons, écrasé 4 personnes dans une 4L, infligé une crise cardiaque à un industriel italien, provoqué une catastrophe financière par le krach de la Banque du Vatican, et fait se suicider M. Roberto Calvi sous un pont de la Tamise. Et pourtant, comme dira M. Ricolinck, s'il y a un Dieu, il est indiscutable qu'il a tout fait pour que nous ne signions pas ce contrat.